Aujourd'hui, on est à Paris. On n'est pas à Paris. On n'est pas à Paris. Ça se dit Farmoutier ou Fermoutier? Farmoutier. Mec, j'ai eu l'air d'un con. Ça tombe bien, j'ai eu l'air d'un con, je suis passé pour un mec qui n'était pas français, j'arrivais pas à m'exprimer hier quand j'étais à la gare. Donc je vais à la gare de l'Est pour prendre le train et j'arrive pas à acheter les billets, je comprends pas, tu vois, c'est les machines, j'avais l'impression d'être bête ou alors c'est fait pour les Parisiens. Parce que tu as Île-de-France, site touristique, donc tu te dis ok, je suis pas de Paris donc je mets le site touristique et je regarde Tour Eiffel, Trocadéro, Disney machin. Mais il n'y avait rien en particulier qui disait j'essayais Farmoutier, je trouvais pas. Et je suis putain, c'est pas possible. Et là, je demande à une nana qui était à côté sur la machine. Je dis est-ce que je peux te demander de l'aide? Je comprends pas. Et je lui montre, je lui dis j'aimerais aller à Fermoutier. Tu sais. Putain, elle s'est dit. Non, elle s'est dit le mec il est pas français, je sais pas ce qu'il me raconte. Elle me dit ouais, achète un ticket de métro plus machin. Ok, et j'ai senti que c'était pas ce qu'il fallait faire. Non, ticket de métro, elle s'est foutue de ma gueule, tu vois. Tu prends pas le métro pour la fin. Bah après, j'ai demandé à un mec qui faisait 2,31 m là, et il m'a pris pour un idiot aussi. Si, tu tapes Fermoutier, tu trouves. Ok, bref, du coup, je suis arrivé à Farmoutier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel Legrand, Axe Trainer. Mec, ça fait plaisir d'être ici et merci de m'accueillir chez toi. Plaisir partagé. C'est quelques jours, ça fait longtemps qu'on devait se capter et c'est vrai qu'on ne s'est pas capté. Et moi, je voulais creuser un petit peu ton expertise parce que tu t'es spécialisé en powerlifting. Ouais. Hier, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec toi là-bas dans ce gym. Bon, la séance, elle est extrêmement longue, mais c'est ton sport, c'est ton truc. On va en discuter aujourd'hui et ça va être super intéressant parce que moi, ça me questionne aussi. Je me dis, putain, je me suis jamais intéressé à ça. Pourquoi ne pas l'incorporer? Et je vois des mecs qui ont des super physiques et qui se basent sur littéralement 3 exos. Et ça, je veux savoir ta philosophie là-dessus et comment est-ce qu'on est arrivé là-bas. Donc avant toute chose, si une personne annexe, un de nos chers auditeurs ne te connaît pas, donne-nous un rapide background de qui est-ce que tu es. Alors je m'appelle Axel Ravinet, du coup j'ai 26 ans. Je fais du 26 piges. Ouais, j'ai 26 ans. Ah putain, je suis jeune. Le bâtard. Et je fais du power depuis 10 ans, grosso modo. Je m'entraîne dans une petite salle associative qui commence à prendre pas mal d'ampleur. Ouais, stylé d'ailleurs. Salle à Paris à 12,50 € le mois. Ouais, exactement. On commence à pas mal rénover cette salle pour en faire quelque chose de très cool, de très stylé. Parce que dans le monde du power, on a souvent des salles qui sont un peu old school, un peu grand hangar avec pas forcément un côté hyper sexy. Et moi, ce que j'aimerais donner quand même à travers cette salle, c'est ce côté un peu power, garder l'ambiance power qui est très friendly, très accueillante, très bienveillante, et en même temps qui est ce côté un peu sexy, luxe, si je mets des grosses guillemets. Et voilà, donc du coup là c'est un projet qui va prendre un petit peu de temps et ça fait 6 mois que j'ai repris la présidence de cette salle qui était anciennement le Power Club de Farmoutier qui maintenant s'appelle Barbell Squad. C'est plus d'actualité, ça parle à plus de gens, c'est plus stylé. Je me suis posé la question mais... C'est plus stylé. Et je voulais te demander, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait que les powerlifting gyms avant c'était des hangars un peu old school. Mais moi quand je vois un hangar old school, je pense tout de suite au bodybuilding hardcore. Du coup, à quel moment est-ce que tu as vu les deux en un ou parce que c'est vrai que j'arrive pas à me projeter dans le sens où je me suis entraîné dans des gyms de bodybuilding hardcore et j'ai jamais pensé power. Mais est-ce que c'était les mêmes salles ou est-ce que ça n'avait déjà rien à voir? C'était déjà une petite niche de juste vraiment du powerlifting en même temps qu'il y avait la golden era du body. Non, je pense que les deux ont toujours été un peu jumelés. Mais le power, dans la mesure où c'est pas un sport olympique, je pense que déjà c'est un sport qui n'a pas une grande visibilité. Même si comme quand on en a parlé l'autre jour, avec l'avènement de TikTok aujourd'hui en France, ça a explosé. Enfin, le niveau français a explosé. Oui, exact. Sur TikTok, ça m'a vraiment étonné. Et la quantité de powerlifters qu'il y a maintenant, c'est une aberration par rapport à quand moi j'ai commencé il y a 10 ans. Mais pour revenir sur ta question, quand tu vois une salle un peu old school, genre Metroflex Gym, en fait, tu prends des mecs comme Ronnie Coleman. À la base, les mecs, c'était des power, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Donc, du coup, tu vois, c'est des mecs, en fait, quand tu veux faire du power, tu as besoin d'une barre et d'un banc et d'une paire de chandelles. Et après, si dans ton gym, tu as quelques équipements de musculation, tu peux très bien faire du power et du body, tu vois. Donc, je pense que les deux ont toujours été étroitement liés.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même assez rare une salle où tu rentres et il n'y a que du matériel de powerlifting. Aujourd'hui, tu trouves toujours des salles où il y a du matos de power et il y a quelques machines de musculation au moins à côté, à part pour ceux qui sont vraiment dans l'ultra spécificité du powerlifting, qui n'est pas forcément ma façon de voir le power aujourd'hui. D'accord. Mais voilà, je pense que les deux ont toujours été un peu liés. C'est un peu des frères d'armes, tu vois. Je trouve que le body et le power sont presque plus frères d'armes que le power et l'haltéro. L'haltéro, c'est quand même un monde encore, je trouve, à part, qui est presque plus frère d'armes avec le crossfit, tu vois. Alors que le body et le power, c'est quand même étroitement lié. Je trouve qu'il y a un peu ouais, je te dis vraiment, je trouve que c'est vraiment des frères d'armes. T'as des mecs qui font du body, qui viennent du power, et t'as des mecs qui faisaient du power, qui vont dans le body. Alors c'est quand même très rare un mec qui mixe les deux. Ouais, ou qui mixe les deux. Power building. Ouais, le power building. C'est carrément. un truc que j'avais entendu il y a quelques temps, mais j'avais jamais trop creusé. En fait, si tu veux, pour moi, le powerlifting, c'est un peu toujours du power building. Dans le sens où presque dans l'imaginaire collectif, quand on parle de powerlifting, j'ai l'impression que t'as affaire à un mec qui soulève des barres. Et si j'abuse un peu, qui développe pas sa masse musculaire. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien, que ce soit par rapport à la littérature scientifique, par rapport au terrain, qu'un mec qui devient plus fort devient plus musclé, un mec qui est plus musclé est forcément plus fort. Je pense que quand toi, tu faisais 70 kilos, tu étais moins fort qu'aujourd'hui. Donc ce cercle vertueux de plus fort égale plus musclé égale plus fort est complètement vérifiable, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu progresses sur tes charges, tu prends du muscle, bah en fait, tu fais du powerlifting, mais tu as ce côté un peu building que tu as dans le body. Donc pour moi, les deux sont vraiment indissociables. Et la petite différence que je ferais, c'est évidemment à certains moments, l'importance que tu vas donner à des exercices accessoires va être un peu moindre que si tu faisais que du bodybuilding, mais les deux vont vraiment de pair pour moi. J'étais en train de penser à ce que tu disais quand... parce que powerlifting... T'as des mecs qui, du coup, dans leur catégorie, donc sont légers mais soulèvent des charges énormes. Et il y a eu une période où il y a eu... Enfin, moi, quand j'étais en Australie à l'époque, on avait des coachs. Bon, c'était particulier, hein, mais c'était quand j'étais à l'école de coach BPGEPS, en fait, mais là-bas. On avait un mec qui avait une force énorme et pourtant, il avait des jambes toutes fines. Je comprenais pas trop comment il faisait. Enfin, c'était sa morpho après, mais il nous disait, moi, j'arrive à rendre des gens très forts sans pour autant qu'ils aient l'air plus musclés. Est-ce que c'était pas une énorme connerie? Ouais, pour moi, j'ai du mal à voir un peu comment c'est possible. En fait, on peut distinguer un peu deux choses, parce que quelqu'un qui va réussir à devenir fort, en fait, il va, grosso modo, se mettre sur, allez, on va dire, 3 drivers. La technique, évidemment. Tu sais pas faire du développé couché, on t'apprend à faire du développé couché. En quelques temps, tu vas améliorer forcément ta performance parce que ta technique va être plus efficiente. Mais c'est la même chose qu'un mec qui fait du sprint. Le mec démarre faire du sprint, il n'a pas un beau cycle de foulée. Le mec va entraîner son cycle de foulée, il va être plus efficient au bout de quelques semaines, quelques mois. Tu as évidemment le facteur morphologique ou anatomique qui est le fait de prendre de la masse musculaire. Donc visiblement, ce que tu me dis, ce gars-là n'avait pas trop l'air de se focaliser sur ça. Et après, tu as le troisième facteur qui est évidemment le facteur nerveux, le facteur neurologique. Si on regarde un petit peu dans le consensus scientifique et la réflexion un peu qu'il y a, et même de toute façon, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe, c'est que le facteur le plus important de tous, c'est évidemment le facteur anatomique et morphologique. Plus tu es musclé, plus tu as de tissu contractile, plus tu peux déplacer une charge qui est lourde. Évidemment qu'après, on a des gars qui vont avoir un gros gap de progression en améliorant leur technique. Et en fait, en améliorant leur technique, s'ils deviennent de plus en plus spécifiques sur leur pratique du power, c'est-à-dire s'entraîner à soulever une charge sur un 1RM ou sur au moins une répétition de manière rapide, bah, l'efficience de son système nerveux pour recruter sa masse musculaire va être de plus en plus efficace. C'est un petit peu en fait toujours l'exemple que je donne, c'est que un mec qui est très musclé et qui ne sait pas utiliser correctement son potentiel nerveux, bah, c'est un peu comme si tu mettais un mec qui sait pas trop bien conduire une voiture, qui n'a même pas le permis, dans une Ferrari. Le mec va jamais réussir à exploiter le potentiel de la Ferrari. Par contre, si demain tu mets un mec qui a, je sais pas moi, une Twingo, tu vois, et que dedans tu mets un pilote de Formule 1, bah, y a des chances que le mec soit largement meilleur avec sa Twingo que le mec avec la Ferrari. Parce que bah, en fait, l'exploitation du potentiel que tu as de manière globale bah, en fait, est plus
pertinente quand tu es un pilote de F1 dans une Twingo que quand tu sais pas conduire et que tu te retrouves avec une Ferrari. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que souvent, tu as des mecs qui sont forts, mais qui sont moins forts que des powerlifters, parce qu'en fait, les mecs, quand tu les mets sur du bench, du squat, du deadlift ou n'importe quelle machine de l'overhead press ou n'importe quoi, mais on va parler d'un chest supported row et tout, souvent, quand les mecs n'ont pas l'habitude d'avoir une dynamique qui va être quand même relativement explosive, mettre une dynamique de vitesse, avoir l'habitude d'exploiter son potentiel sur une répétition, se focaliser sur une répétition, être vraiment dans un mood où tu te dis, là, cette barre, je me concentre pour faire cette perf, à cet instant T, je me mets dans ma bulle, tout ça, en fait, ça fait que petit à petit, quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu te retrouves en fait avec des mecs qui avaient l'habitude de faire des 10 fois 140 au développé couché, si on parle de certains body qui ont un niveau à peu près moyen plus, on va dire. C'est sûr que si le mec qui fait tout le temps 10 fois 140, tu le mets progressivement sur une phase qu'on appelle de picking en powerlifting, où le mec va être de plus en plus spécifique. Souvent, là, un peu le b.a.-ba du picking, c'est de réduire au maximum le volume, enfin au maximum, pas forcément, mais de réduire le volume et d'augmenter progressivement l'intensité, ou au moins de maintenir l'intensité. Si ce mec qui fait 10 fois 140, tu le mets progressivement à faire 5 fois 150, 2 fois 155, faire pendant 2-3 semaines des 5 fois 1 à 157, 160, forcément, le mec, son principe de spécificité et sa capacité à gérer des charges qui vont être de plus en plus lourdes va s'améliorer. Alors qu'un mec qui fait tout le temps du 10 fois 140, si demain tu lui fous 170 sur les bras, il va avoir l'impression que c'est énorme. Alors qu'en fait, probablement que musculairement parlant, il a le potentiel de faire les 170. Mais ça, il faut réussir à le mettre en forme et en condition à un instant T dans une condition spécifique. Tout le monde ne réussit pas à faire un 1RM parce que tu mets ton 1RM. C'est vraiment un ensemble de conditions un peu spécifiques, mais au même titre qu'un mec qui va avoir un 1RM, je sais n'importe quoi moi, à 200 au développé couché, dans l'absolu, on va se dire, ouais, ce mec-là peut probablement faire 30-40 reps à 200, 30 ou 40 reps à 100 kg au développé couché. Mais si le mec ne bosse jamais son endurance de force, il y a des chances qu'au bout déjà 20-25 reps, ça soit un peu compliqué pour lui. Et il va entraîner sa spécificité à faire de l'endurance de force. Et là, le mec va pouvoir claquer ses 35 ou 40 reps à 100 kg en fait. Ok. Donc les pourcentages, s'il n'y a pas cette adaptation, enfin cet entraînement d'adaptation, ils sont obsolètes. En fait. Ah, c'est super intéressant ça en vrai. Donc en fait, tu recommanderais quand même même si tu fais pas du power, de travailler du 1RM quand même de temps en temps. En fait, si tu as envie de soulever lourd sur une rep, ouais. Si c'est pas du tout ton objectif, j'ai envie de te dire, pas nécessairement, tu vois, ça dépend toujours de ce que tu as envie de faire. Mais si tu as envie de performer sur du 1RM, faut s'entraîner vers du 1RM et dans l'objectif de faire un 1RM. C'est tout à fait logique. Mais c'est comme si en fait tu mettais un mec qui fait du 500 mètres ou du 400 mètres et d'un coup tu le fous sur un 100 mètres. Le mec va pas savoir exploiter pleinement son potentiel d'action sur du 100 mètres. Mais si tu l'amènes petit à petit, vu que le mec c'est quand même un mec qui a l'habitude de courir, pas sur une distance hyper longue, et en se spécialisant et je pense pas que ça se dise en français, mais en se spécifiant, tu vois, genre sur ça, le mec va avoir un potentiel qui va être supérieur par rapport à s'il avait jamais travaillé son 100 mètres en fait. Ok, c'est super intéressant comme approche. C'est vrai qu'on a rebondi du fait que c'était les mecs qui étaient tout maigres et qui savaient lifter de ouf. Mais en fait, c'est une passade. Mais c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois parce que parfois je suis tombé sur soit des vidéos ou sur des gens dans des clubs de powerlifting qui sont tout maigres et qui liftent vraiment lourd. Mais du coup, ils n'ont pas eu ce temps d'adaptation du corps où ils sont très forts en nerveux. Je pense que ça peut être des mecs qui ont une capacité nerveuse qui est un peu au-delà de ce qui se fait généralement. Après, on s'est quand même rendu compte que le potentiel nerveux, c'est une partie du driver dans la performance. Évidemment que si tu prends un mec à très haut niveau, pour ceux à qui ça va peut-être parler, peut-être tu vois sûrement qui c'est, si on prend Jamal Bronner, qui est un mec... Pas du tout qui c'est. Pas du tout. C'est un powerlifter qui a complètement explosé sur les réseaux. C'est un mec qui fait 500 kg, qui a passé 500 kg au deadlift, en sumo. Mais c'est un excellent athlète. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis un ouf. Qu'est-ce que je te disais? C'était sur le nerveux. Oui, exact. Si tu prends des mecs qui ont un excellent potentiel nerveux, plus des facteurs morphologiques et anatomiques qui sont excellents, plus le fait que le mec ait une bonne technique, c'est ça qui te fait les meilleurs champions, tu vois, évidemment. Mais
un mec qui est un peu moyen, s'il améliore vraiment son potentiel nerveux, pardon, il va probablement gagner un petit peu, mais c'est pas ça qui va changer. Par contre, si le mec passe de 70 kg avec 15% de body fat à 70 kg avec 11% de body fat, bah les 4% de body fat qu'il aura perdu pour le même poids, il va les gagner sur sa masse musculaire, et ça va faire probablement la différence. Parce qu'il aura du tissu contractile en plus, et c'est vraiment le driver principal que l'on voit en fait dans la performance. Et même quand tu prends un peu n'importe quel sport de manière globale, quand tu prends les podiums des Jeux Olympiques, souvent le premier, ce qui fait la différence avec le deuxième et le troisième, c'est que quand tu regardes, que tu fais un DEXA, que tu regardes un petit peu les taux de masse musculaire et les taux de masse grasse, c'est souvent le premier, le plus musclé en fait. Ouais, c'est ça le driver principal qui différencie un vice-champion olympique, tu vois, exactement, d'un champion olympique en fait. Ok, intéressant. Ce qui fait que ces gens, parce que bon, tu as les rapports de force, genre, ça veut pas dire grand chose, mais c'est des benchmarks, on dit si tu arrives à faire 2 fois ton poids de corps au deadlift, c'est bien, etc. Et tu as des mecs justement super maigres qui sortent des 3 fois, et tu fais, mais putain, ça sort d'où? Et en termes de masse musculaire visible, c'est pas impressionnant. Est-ce qu'ils ont des prédispositions génétiques parce qu'ils savent recruter leur système nerveux vraiment au-dessus et que ça fait la différence par rapport à leur niveau de masse musculaire? Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il y a évidemment cette partie-là, qui est qu'il y a des mecs qui auront un potentiel nerveux qui sera supérieur à la moyenne, ce qui est évidemment un atout. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le driver principal, mais c'est quand même un atout non négligeable quand tu veux aller au haut niveau ou par rapport à des mecs lambda. T'as une deuxième chose, c'est que souvent, tu as des mecs qui ont l'air très maigres, mais qui en fait sont très musclés. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ne sont pas des monstres de masse musculaire, mais c'est des mecs en fait qui sont très musclés, relativement secs, donc ce qui font que overall en fait ils ont quand même une certaine quantité de masse musculaire par rapport à leur taille, par rapport à leur gabarit. Et la troisième chose qu'on oublie très très souvent, c'est que souvent on se dit ouais mais putain, mais t'as vu ce mec, genre il a jamais fait de développé couché, ou il a jamais fait de deadlift, ou il a jamais fait de squat, et le mec claque, je fais n'importe quoi, 250 au deadlift ou 120 au bench. Mais les mecs, quel passé sportif ils ont derrière eux, tu vois. Souvent, c'est ça qu'il y a à prendre en compte. C'est que tu prends un lutteur, un judoka, un mec qui a fait du MMA, plein de sports explosifs, tu vois, un mec qui a fait du sprint, qui a fait du 100 mètres et tout. C'est des mecs qui, ok, peut-être que probablement, ils n'ont jamais fait de développé couché, type power, etc. Mais c'est des mecs qui, dans leur sport, ont l'habitude de développer une certaine quantité de force, une certaine quantité d'explosivité, et qui donc, du coup, par rapport au fameux cercle dont je parlais tout à l'heure, plus les mecs exercent de force avec le temps et plus ils prennent de la masse musculaire. Et c'est des mecs qui arrivent, qui sont sportifs, qui ont un passé sportif et qui savent, parce que c'est des sportifs, les mettre en œuvre sur des disciplines qui sont pas hyper éloignées. Je mets des méga guillemets, tu vois. Mais évidemment, tu mets un lutteur sur du développé couché, c'est plus proche que si tu mets un lutteur sur un marathon, tu vois. Évidemment. Et je pense que la dernière chose à prendre en compte, c'est évidemment que tu as certains athlètes qui ont des leviers qui sont carrément avantageux ou des structures musculaires qui sont carrément avantageuses. Si je te prends mon exemple, très souvent les gens sont hyper étonnés du développé couché que je peux sortir par rapport à des potes à moi, parce que souvent dans mes potes, moi je suis un peu le plus petit en taille et le plus petit en poids, tu vois. Mais je pense que ce qui fait la différence chez moi au niveau de mon développé couché, c'est que je pense que j'ai un potentiel nerveux qui est pas trop dégueulasse, tu vois, genre sur ce mouvement-là. J'ai pas un pontage qui est incroyable, donc tu vois, c'est pas vraiment ça qui fait la différence. Je pense que je dois avoir, par définition, quand même une bonne quantité de masse musculaire sur le haut du corps, mais j'ai un deltoïde antérieur qui, par rapport à la plupart des gens, prend une place monumentale sur mon épaule. Tu vois, genre vraiment, j'ai un deltoïde antérieur qui prend une place énorme, ce qui fait que, donc, par définition, j'ai pas un grand pectoral qui est hyper long, mais je pense que c'est un petit truc chez moi qui peut expliquer le pourquoi du comment. Ça peut être un peu plus simple pour moi sur le développé couché. C'est ouf ça, parce que moi je pensais que c'était l'inverse, dans le sens où moi j'ai aussi des gros deltoïdes mais des plus petits pecs. Et avant que je me mette à faire, mais je pense que c'était une croyance limitante que j'ai eue, parce que le développé couché, j'ai toujours été nul au début. Et quand j'ai commencé à m'y mettre, ça allait, mais j'ai toujours été très fort en overhead press. Mais par contre, en bench press, pas ouf. Bon, aujourd'hui, je travaille dessus pour devenir meilleur et j'estime pas avoir des grosses perfs. Et loin de là, j'ai l'impression que c'est ce que je perds le plus vite aussi. Et ça me fait chier. Parce que même là, avec le niveau que j'ai j'essaie d'être global, mais sur du bench, je dois faire 5 fois 110, quoi. Et j'aimerais avoir un 1RM à 140 et je pense que c'est possible. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bench ?
Déjà, évidemment, travailler ta technique, je pense, tu vois. Il y a moyen. On en fait ce soir, de toute façon. Ouais, je ne sais pas quelle est ta technique au développé couché, tu vois. Mais déjà, remettre en perspective certains principes de stabilité, bien te placer, bien rétracter tes scapulas, éventuellement les abaisser. Tu vois, tout ça, souvent, vu que ça se popularise de plus en plus, il y a des gens qui ont conscience un peu de ça. Mais en fait, en pratique, souvent, c'est pas très bien fait ou pas très bien compris, en fait, tu vois, tout simplement. Tu as aussi cette notion de pontage qui est souvent un peu mal comprise parce que souvent, en fait, quand tu n'es pas trop dans le power, tu as l'impression que ponter, c'est augmenter l'extension au niveau de la région lombaire. Alors évidemment, ça fait partie du process quand tu te pontes, mais avant tout, ce que tu veux faire, c'est augmenter ton extension thoracique, tu vois, pour diminuer un peu ton amplitude. Forcément, plus tu réduis l'amplitude d'un mouvement et plus tu vas être performant dessus parce que tu as moins d'amplitude. Donc là, il n'y a rien de très savant là-dedans. L'utilisation de ton leg drive, tu vois, est-ce que ton leg drive est utilisé de manière pertinente? Est-ce que tu vois, tu perds pas genre toute une quantité de force qui s'est transférable sur ta barre quand tu benches? Est-ce que la trajectoire de ta barre en fait est correcte? Tu vois, est-ce que tu n'as pas un bench qui est un peu trop vertical, horizontal? Tu vois, souvent on a tendance à recommander pour la plupart des lifters d'avoir une trajectoire qui est légèrement curviligne vers les yeux. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est aussi que en fait, quand tu vas pousser avec ton leg drive vers l'arrière, pousser avec ton leg drive vers l'arrière, si la barre repart un petit peu vers tes yeux, il y a un peu un match. Il y a un peu un match des deux courbes de force en fait, tu vois, qui va se faire. Tu pousses vers l'arrière avec ton leg drive et en plus de ça, tu pousses un petit peu vers l'arrière avec ta barre. Et donc, du coup, tu as un... Ça sonne chez toi, là? Ouais, je pense, là. Vas-y, On faisait matcher les deux courbes de force. Les deux courbes de force, exact, sur le bench. Donc tu disais que tu pousses vers l'arrière avec tes jambes, mais tu pousses aussi ta barre vers l'arrière, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, légèrement vers l'arrière. Ouais. Généralement. C'est ce qui me semblait. Et est-ce que tu penses que... après pour le power en lui-même, vu qu'en compétition, tu as le banc, il doit avoir ses standards, tout doit avoir ses standards. Mais moi, ce que je faisais, ce que j'avais vu il y a longtemps, tu mets une plate sous le banc, ce qui fait que tu es légèrement décliné. Est-ce que ça t'aide pas du coup avec la trajectoire de ta barre qui du coup sera plus facile pour pousser vers l'arrière et t'ancrer dans le banc? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait du coup quand... Tu vois, tout à l'heure, je te parlais un peu de l'ultra-spécificité du powerlifting. Moi, je ne suis pas dans l'ultra-spécificité comme certains peuvent le faire. Et ça marche très bien sur eux. Mais dans mon raisonnement à moi, ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus optimal, j'ai envie de dire. Tu vois. Mais par contre, évidemment que vu qu'en compétition, que ce soit moi ou mes athlètes, on a des standards, on a des bancs qui sont, tu vois, genre avec des hauteurs bien précises, des racks qui ont des hauteurs bien précises, etc., des barres qui sont bien précises, le fait de commencer à décliner le banc, le soulever, etc., je pense qu'en termes de pertinence et de transfert, c'est pas genre, tu vois, ce qu'il y a de plus optimal. Mieux vaut que tu sois un peu résilient face à ta perf, je dis toi, mais n'importe qui, tu vois, sois résilient face à sa perf, diminue un peu la charge et capte un peu, tu vois, genre la technique à avoir, plutôt que d'essayer de commencer à faire un peu des manigances, un peu, tu vois, genre dans tous les sens. Et de toute façon, souvent, moi, dans mon coaching, ce que je prône, c'est une phrase que j'adore et que j'applique souvent à la vie quotidienne, c'est toujours plus simple, mais toujours plus exigeant en fait. Tu vois, c'est pas parce que tu vas commencer à faire mais j'ai vu un mec qui disait que genre si je soulève le banc ou si je me mets comme ça, etc., ça va tout changer. Non, souvent c'est simple, basique, mais beaucoup de répétabilité, beaucoup de consistance, de rigueur. Et je trouve que c'est un peu toujours ça qui paye. C'est intéressant. En fait, pour la petite histoire, cette histoire de banc, de remonter, j'avais eu ça, c'était pas par rapport au leg drive ou autre, c'était pour protéger les épaules, apparemment. Je sais pas si c'était avéré ou pas. Moi, je sais que j'avais eu des gros problèmes d'épaule. J'avais fait plusieurs blessures au coiffe des rotateurs à droite et c'est resté longtemps. Et du coup, dans mon bench, j'avais tout le temps mal à l'épaule. Du coup, c'est ce qui a fait aussi que j'étais moins bon sur le banc et que j'en faisais même jamais. Je privilégiais les haltères, mais selon les gyms, tu as peu d'haltères où tu peux monter très haut. Tu étais vite limité. Rares sont les gyms qui ont des haltères de 60. Donc, moi, j'ai utilisé des haltères de 50. Je suis jamais allé au-dessus. Et j'avais moins mal, en effet. Mais du coup, je m'étais dit... j'avais vu cette vidéo qui disait, OK, tu lèves un petit peu le banc vers l'arrière, tu protèges un peu tes épaules. Et même, je l'ai revu, parce que j'ai un pote qui habite... que je ferai sûrement intervenir sur le podcast d'ailleurs, qui habite à Copenhague,
est coach aussi là-bas, que j'ai rencontré en Australie, et qui fait ça aussi, qui avait des problèmes d'épaule, et a priori, ça a aidé au niveau de la santé de l'épaule. Bon, c'est peut-être pas... Mais bref, de toute façon, dans tous les cas, sur le powerlifting, on s'en branle un peu parce que le banc, il reste le même. D'ailleurs, les bancs de power, ils sont bas par rapport à des bancs généraux que tu vois dans les gyms. Ça dépend, parce que des fois, tu as des salles où, par rapport à un banc standard de power, Eleco, Palini ou Rogue ou quoi, t'en as tu as l'impression qu'ils vont être hyper bas, et t'en as où tu as l'impression qu'ils sont hyper hauts, tu vois. Donc, franchement, pour moi, un banc de power, vu que je bench toujours sur ça, pour moi, un banc de power, c'est un banc qui est bien, qui est OK, tu vois. À chaque fois que ça sort de ça, j'ai l'impression que c'est un banc qui est un peu chelou, tu vois. Parce que souvent, j'ai remarqué dans les commercial gyms, enfin les gyms commerciaux, des bancs sont hauts, je trouve. Un banc fitness park, je crois que c'est un peu haut. Tu vois, genre moi, si je veux être bien sur un banc fitness park, donc les bancs de fitness park avec les crochets et tout là, franchement, tu sais, il déplie un peu, tu sais, le truc sur le côté là pour que tu puisses poser tes pieds là. Ces trucs-là. Là. Bah franchement, moi je pense que pour être à l'aise, vu que je fais pas 1m90, il faut que je pose mes pieds sur ça pour me sentir bien, tu vois. Parce que sinon, j'ai l'impression que je suis hyper loin du sol. Parce que du coup, tu as un petit appui juste sur tes orteils et c'est moi, pas ouf, moi, je bench sur pointe, donc tu vois, ça pourrait ne pas me gêner. Mais même au-delà de ça, tu vois, genre le fait que le banc soit hyper haut, ça te trouble un peu tes repères. C'est pour ça que vraiment avoir du matériel que tu peux à chaque fois utiliser et qui va être le même que tu vas avoir en compétition, bah tu vois, genre ça n'a pas de prix, c'est génial. C'est génial. Et en fait, il y a des gens, je pense, qui comprennent pas trop. Ils disent, ouais, mais un banc de développé couché, c'est un banc de développé couché, que ça fasse 2-3 cm en moins, ça change pas grand-chose. Et c'est marrant, parce que tu vois, on a un peu cette réflexion sur tu vois, la musculation ou le power, parce que de toute façon, si tu t'entraînes, je sais n'importe quoi, moi, tu fais du unilatéral lat pull-down, tu as ta poulie avec ta poignée, etc. Tu démarres un cycle de progression où tu as ta progression sur cette machine. C'est cette machine avec cette résistance, avec cette poulie. Et souvent, tu sais, les gens sont un peu « c'est pas trop grave et tout, tu vois. Mais demain, si je te file un ballon de football américain ou un ballon de rugby qui est 2 cm plus gros ou 2 cm plus petit, tu vas me dire, c'est quoi ce bordel, tu sais. Je suis d'accord. Genre, ma passe, c'est plus comme avant. Quand je récupère la balle, les 2 cm plus gros, non, elle tient plus dans ma main. Ou je te file un ballon de basket qui est 3 cm plus gros, tu vas me dire, il se passe quoi là, tu vois, alors c'est bizarre. Et en fait, c'est exactement la même chose. Quand tu dis que tu benches sur pointe, c'est parce que c'est une technique particulière ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi Alors en fait, il y a plusieurs possibilités dans toutes les fédérations, c'est-à-dire qu'en fait tu peux soit bencher les pieds à plat, soit bencher sur pointe de pied. Aujourd'hui, à la FF Force et en IPF, t'as pas le droit de bencher sur pointe de pied, et d'ailleurs t'as jamais eu le droit de bencher sur pointe de pied dans ces fédérations-là. Moi avant je tirais dans une autre fédération qui s'appelait la GPC, qui a été dissoute aujourd'hui, mais il y a d'autres fédérations qui continuent d'autoriser le bench sur pointe. Pas le droit de bencher sur les pointes de pied. Ouais, t'es obligé d'avoir les pieds plats au sol, tu vois. Donc t'as le droit de mettre des chaussures d'haltéro, des chaussures de squat, des power shoes et tout, tu vois, si tu veux t'arranger ou quoi que ce soit et tout. C'est plus arrangeant du coup de mettre des chaussures, des lifting shoes avec des gros talons pour ça? Ça dépend un peu de toi, tu vois. Moi, je sais que j'ai réessayé de bencher en fait avec les 2 pieds à plat, parce que tu vois, j'aimais bien me mettre dans les standards de la FFF et tout, même si je concourais pas nécessairement et tout, tu vois. Mais c'est toujours un peu challengeant, tu vois. J'ai mes élèves qui benchent ou dans ces fédérations-là et tout, tu vois. Donc pour qu'on soit un peu tous égaux, voilà. Je me suis fait une sale entorse à Londres il y a quelques années et tout, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je me remets avec les pieds à plat. Tu t'es fait une entorse à quoi, à la cheville? Ouais, à la cheville. Pendant un bench? Non. Pendant que je marchais. Sur un bench, ça serait lunaire. Putain, la vache. Non, tu vois. Et en fait, je me suis fait une entorse à la cheville. Et en fait, du coup, à chaque fois que je rebench avec un peu trop d'intensité, tu vois, et d'investissement, tu vois, sur le fait d'être bien ancré sur le sol et tout, tu vois, dès que ma cheville pousse un peu trop en dorsiflexion quand je suis sur le bench, ça me fait mal, tu vois. Donc du coup, je bench sur pointe et voilà. Mais tu vois, tu as eu des records du monde qui ont été homologués. Je ne sais pas si le record du monde au bench de Julius Maddox, il a été sur pointe. Mais en tout cas, l'ancien record du monde de Kirill Sarychev, qui était de 335,5 en développé couché, il était sur pointe. D'accord. Il était sur pointe. Mais en FFF, IPF, c'est les 2 pieds à plat et il n'y a pas d'histoire de pointe de pied. Tu crois que ça vient de quoi, ça? Je pense que c'est peut-être un désir de la FFF et de l'IPF de se
démarquer un peu, tu vois, des autres fédérations, je pense, hein, tu vois. Et il y a aussi probablement un peu cette notion de vouloir standardiser au max, tu vois, de laisser le moins de... choix possible au final. Ouais, tu vois, genre c'est pied à plat et point barre, et c'est tout, tu vois. Comme l'écartement des mains ou autre, il n'y a pas de... Ouais, bah enfin l'écartement des mains, tu as quand même un choix, puisque en fait, quand tu te retrouves par exemple sur ta barre de développé couché ou de squat ou quoi, ok, on va prendre l'exemple du développé couché, tu as les douilles qui sont en fait à 80 cm l'une de l'autre, et en fait, tu es obligé de les couvrir, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un écart qui est maximal, où tu vas venir commencer à toucher en fait les taquets de là où il y a les disques, tu es obligé en fait de couvrir quand même, donc au maximum du coup avec ton index, la douille, et c'est l'écart. Les douilles, c'est les rings, les anneaux qu'il y a là. Ah, tu dois cacher ça. Ouais, tu dois les cacher, tu vois. Je savais pas du tout. Donc, ce qui fait que, tu vois, tu peux pas avoir un grip qui va être extra large. Tu peux avoir un grip large. Pour la plupart des gens, déjà, quand tu benches avec ton index sur la douille, c'est un écart de grip qui est quand même assez large, tu vois. Mais tu peux pas, genre, l'écarter à l'infini, tu vois. C'est standardisé ça aussi, tu vois. Mais ça, pour le coup, c'est dans toutes les fédés. Hein. Tu vois, c'est dans toutes les fédés. C'est un peu la base. Tu benches, en fait, avec un écart maximal en fait de 80 cm entre tes deux index en fait. C'est que j'ai jamais pris trop large moi, de par les blessures à l'épaule, du coup c'était plutôt recentré parce que ça me faisait mal. Mais ok, je suis curieux de voir comment on va faire ce bench ce soir d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un truc qui a toujours été une bête noire pour moi, et de voir ce que ça peut donner. Super intéressant, parce que je parlais de l'écart des mains un peu obligatoire, au CrossFit ils ont incorporé des nouvelles barres, je sais pas si tu as vu ça, les short bars. Je comprends pas. En fait, je vois pas l'intérêt de ces trucs-là. Après, il y a des mecs qui vont écouter, qui font du CrossFit et qui vont me dire si, il y a de l'intérêt, ferme ta gueule. Peut-être que oui, c'est vrai. Après, c'est pas mon sport, je critique pas, c'est juste vu d'extérieur. En fait, ils t'obligent à avoir une mobilité supérieure. Parce que c'est des short bars, donc tu peux pas avoir un écart supérieur. Parce que dépendamment des gens, tu as des mecs très grands, généralement, qui prennent sur du snatch en particulier, qui prennent des grips super larges. Mais du coup, en incorporant ces barres, tu pénalises de ouf tous ces gens-là parce qu'ils sont obligés maintenant d'être vachement plus étroits, et la mobilité, ils l'ont pas spécialement, donc ils doivent aller pousser là-dedans. Enfin, moi, j'ai un peu du mal de toute façon avec le snatch, parce que la mobilité d'épaule, avant de la développer à ce niveau-là, enfin les prérequis qu'il faut au niveau articulation, c'est un truc de malade, quoi. Donc la plupart des blessures, d'ailleurs, aux épaules, au CrossFit, proviennent du snatch. Donc c'est ça qui est assez ouf. Mais c'était juste une petite parenthèse, pas débattre sur le CrossFit. C'est très bien le CrossFit, hein, mais forcément il y a des risques aussi, parce que c'est un sport. Mais qu'est-ce qui affecte, parce que tu as passé ton BPGEPS relativement tôt. Ouais, j'avais 17 ans. 17 ans. Tu faisais déjà du power à cette époque? Ouais. Comment est-ce que tu as commencé ta vie dans le sport? Moi en fait j'ai toujours fait du sport, j'ai un passé sportif qui est un peu mix. Moi j'ai fait de la danse. J'ai fait ouais gros, j'ai fait ton gabarit de musclé avec ta barbe là. J'ai fait 7 ans de danse, j'ai un peu tout fait. Quoi? 7 ans de danse? Mais gros, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du break, j'ai fait du hip-hop. Non, tu rigoles. Il y a zéro vanne. T'as fait de la danse classique? Ouais, c'est toujours un peu le truc où incroyable. Les gens se disent, mais what? Mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible et tout. Je crois qu'il y a genre 1 an, je l'ai dit à la salle, aux petits gars et tout de la salle, ils disaient non, tu trolls. Faux. On ne croit pas. Si, les gars, je vous jure que c'est bon, tu vois. Et en fait, avant ça, j'avais fait un peu de karaté quand j'étais petit. Après, j'ai fait 2 ans de boxe française. J'ai fait de l'aïkido. J'ai fait plusieurs trucs, tu vois. Et en fait, moi, quand j'étais petit, ce que je voulais faire absolument, je voulais faire de la gym. Et en fait, c'était pas possible parce que tu vois, c'était genre pas rentable. Genre mes parents, fallait qu'ils fassent genre 40 minutes de route, genre le mardi soir à 21h. Enfin, tu vois. Qu'est-ce qui te donnait envie de faire de la gym? Parce que ça, moi, je sais qu'à l'époque, déjà, en y repensant maintenant, c'est un truc que j'aurais absolument adoré faire et qui m'aurait apporté énormément de prérequis aujourd'hui, parce que j'aurais eu un bagage énorme en mobilité, en tout, en force brute. Mais pour moi, à l'époque, c'était un sport de filles. Donc c'était, je fais pas ça, moi je vais faire du soccer, du foot, et puis c'est réglé. Mais je regrette beaucoup parce que t'as pas cette, tu sais pas. Et c'est là où je me dis, quand j'aurai des enfants, je saurai où les mettre. Et parce que quand t'es jeune comme ça, tu choisis pas. T'as choisi de faire de la danse classique? En fait justement, ce que j'allais dire, en fait vu que moi je voulais faire de la gym, et après en fait vu que je pouvais pas faire de la gym, je me suis dit j'aimerais bien faire du break. Tu vois. À quel âge? Je sais pas, là j'avais peut-être assez tôt, hein, genre j'avais 5, 6, 7 ans, tu vois. Tu voulais faire du breakdance? Ouais, j'avais envie, tu vois, genre je kiffais et tout, tu vois. Toi, t'es plus vieux que moi, donc ça se trouve, tu connais le film Street Dancer.
Mais tu sais que je parle de ça à la salle et tout. Les gars, ils ont genre 16, 17, 18, 19 ouais, non, ans. ils savent pas. Ils disent, mais c'est quoi ça? Mes Street Dancers, mais je vivais pour ce film. Je le regardais, mais tout le temps et Je sais tout, même pas tu si vois. je l'ai regardé. Genre, j'adore ce film, tu vois. Je l'ai vu au moins 50 fois. Ouais. Et en fait, du coup, bah, j'ai envie de faire de la gym, j'ai envie de faire du break. Et en fait, ma mère, elle faisait de la danse. Tu t'es pas dit, je vais faire de la tectonique? Mais j'ai fait de la tectonique. Toi Évidemment, aussi? bah évidemment. Toi aussi? J'étais un mec de la danse, je faisais de la tectonique. J'avais une attends, crête mais blonde et tout. Mais attends, moi j'en disais, j'avais 17 ans, mais toi t'avais 11 ans? Bah ouais, j'avais 11-12 ans. Oh putain! C'est quand j'étais au collège. Ouais, Donc ok. ouais. Vas-y, reprends. Et donc je voulais faire de la gym, tout ça, mais j'ai pas pu. Donc je voulais faire du break, mais en fait il n'y avait pas de break proche de chez moi et tout. Ok. Et en fait ma mère faisait de la danse et elle m'a dit, ouais bah si tu veux et tout, tu peux aller essayer un cours, tu vois. Et je suis parti là-bas. Bon j'ai fait un cours, j'étais en mode ouais un peu space, tu vois, parce que j'étais le seul mec. Ah merde! Il y avait des filles, tu vois, tu sais, quand t'as genre 7, 8, 9 ans, tu vois, quand t'as des nanas qui ont 1 ou 2 ans de plus que toi, tout de suite t'es un peu intimidé, tu vois, Bien parce sûr. que l'âge à cet âge-là, c'est énorme. C'est quelqu'un qui a 1 an de plus que toi, t'as l'impression que c'est un ancien de ouf, tu vois. C'est vrai. Et j'étais un peu gêné. Ouais, on me disait, ouais, tu te démerdes pas mal et tout, tu vois, ça serait bien que tu continues et tout, tu vois. Vu que je suis un mec un peu rigoureux, constant et tout, tu vois, je me dis, bon, bah vas-y, tu vois, alors je vais continuer, Ok, Et en ok. fait, au bout d'1 an, vu que je me démerdais pas mal, il y avait un cours qui était au-dessus, où il y avait que des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Et en fait, on m'a mis dans ce cours-là. Et dans ce cours-là, il y avait un autre gars. Et en fait, bah, petit à petit, tu vois, c'est un peu comme la salle. Hein. Tu sais, au début, tu connais pas les gens, après, tu sympathises, après, il y a une cohésion de groupe et tout, tu vois. Puis après, en fait, tu tombes dedans, tu vois. Le mec, il t'a vu arriver, il a dû faire ah. Un frérot. Et en fait, bah, du coup, ouais, j'ai fait de la danse pendant pas mal de temps. Et mon école de danse, elle a fermé. Donc, ce qui fait qu'en fait, à la suite, par contre, je me suis mis au break et tout, tu vois. Ok. Et en fait, en parallèle du break, Jamais dit. j'ai commencé à faire je faisais un peu de muscu chez moi et tout, tu vois. Et en fait, je me suis Là, t'avais quel âge? quand je commence à faire de la muscu, Ouais. je suis en 4e, 3e, tu vois. 14 ans, quoi. Ouais, 13-14 ans. Putain. Et après, j'arrive en seconde. Et en seconde, je fais toujours un peu de break. Sauf que je commence à m'inscrire. Non, c'est en première. Je commence à m'inscrire dans la salle où je suis actuellement. Et en fait, je commence à faire de la muscu. Et Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de faire de la muscu? bah en fait, c'est parce que tu vois, t'entends bien. Je voulais faire de la gym, je voulais faire du break. J'avais un rapport à l'esthétique. En plus, moi, j'étais hyper skinny de ouf, tu vois. J'allais dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça à 14 ans où tu te dis, il faut que j'aille pousser la fonte? Ouais, tu vois, j'étais très fin. Quand j'étais en 4e, je faisais déjà à peu près la taille que je faisais aujourd'hui à 1 ou 2 cm près. Ouais. Je faisais 1m72, 49 kg, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, ouais, faut que j'aille faire de la muscu. Donc, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, un peu comme tout le monde. Je suis venu dans cette salle et en fait, mon père est venu s'entraîner avec moi. Et il y avait un tableau avec les minima pour les championnats de France de développé couché, FFH-MFAC à l'époque, qui était l'ancienne fédération de power, qui était jumelée avec l'haltéro en fait encore à l'époque. Et le minima pour faire les France, donc ce qui est l'équivalent de sub junior aujourd'hui, c'était 100 kg en moins de 74. Et moi je faisais 95 au bench. Et mon père il me dit ouais, pourquoi t'essayes pas? J'étais un peu en mode ouais, je sais pas. Ah donc toi tu y allais pour faire de la muscu, mais tu t'es inscrit dans ce club qui était un powerlifting club en Exact. fait. C'était random, c'était pas du tout choisi. Exact, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai fait la compétition. Je me suis qualifié au championnat régional. Au championnat régional, j'ai fait les minima pour faire les France. Donc j'ai dû faire 102,5 ou 105, tu vois, alors qu'il fallait faire 100 kg. Ouais. Donc j'avais un petit peu d'avance sur le minima. Et après, c'est la boucle. Tu vois, genre, c'est la boucle. Je suis rentré par le bench. Après, j'ai fait des compètes de power. Et après, bah, tu vois. T'es rentré par le bench press, quoi. Ouais. Le développé couché, le mec, c'est ancien. Exceptionnel. Du coup, t'as commencé comme ça, mais t'avais 14-15 ans. Ouais, mes premières compètes, j'étais en première, je crois. Donc, ouais, j'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Moi, je suis de fin d'année, donc ouais, j'avais 15-16 ans, tu vois. Ok. Putain. Donc, ça fait déjà 10 ans que tu t'entraînes à 26 ans. Ouais. C'est hallucinant. Ok. Donc, ce que j'allais te demander, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans le powerlifting?
Et visiblement, c'était vraiment pas choisi. Enfin, t'avais Bah pas. ouais, c'était pas choisi. Moi, en fait, quand je suis arrivé à la salle, On t'a mis dedans, on a dit. je voulais faire. Toi, moi, dans ma tête, je voulais faire de la muscu, je voulais faire du body, tu sais. Ouais. Je voulais un physique qui était mieux que ce que j'avais à ce moment-là, tu vois. Ok. Et en fait, non. Bah en fait, oui, tu vois, genre c'est ce qui s'est passé, mais par l'intermédiaire de... puis tu sais, je pense que s'il y a des powers qui écoutent, ils vont tous comprendre ça. Quand tu fais du power, tu as absolument envie de développer ton physique. Et quand tu développes ton physique, tu te dis, oh putain, j'ai envie de en fait, focus à fond sur mon SBD, tu vois. C'est un peu la spirale infernale des mecs qui font du power... pas un super haut niveau, et même des fois, tu as des mecs, tu vois, ils se disent, putain, genre je comprends bien que même si plus je suis fort sur mes lifts, plus je serai musclé, la notion de volume global, d'entraînement et tout, tu vois, de volume efficient et tout, tu vois, bah des fois, quand tu es en phase de picking ou de préparation d'une compète, bah aller te marteler les ischios seated leg curl 5 fois par semaine, bah, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc du coup, ben, tu fais un consensus pour que ma récupération soit optimale, je progresse sur mes lifts et j'ai mes quelques lifts accessoires à côté. Mais tu vois, c'est un peu tout le temps la dynamique où tu es là, putain, vivement que la compète passe, que je puisse refaire plus de volume. Et quand tu es en plein dans ça, tu te dis, putain, vivement que je puisse refaire ma phase de picking pour exploiter le potentiel que je viens de développer, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que, de ce que moi je vois d'un avis extérieur, quand tu dis powerlifting, les mecs, le physique, ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste lifter lourd, le plus lourd possible et c'est tout. Mais toi, tu es rentré par là par je veux avoir un physique. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est commun, les gens que tu entraînes, ils sont là pour le physique ou pour les perfs? Moi, dans les mecs que j'entraîne, honnêtement, pour l'instant, je n'ai jamais eu un mec qui m'a dit j'en ai rien à foutre du physique, je veux que des perfs. Ce qui se passe, c'est presque l'inverse. C'est que les mecs arrivent en me disant ouais, moi j'aimerais être plus musclé. On est dans une salle de power, on s'entraîne, on est dans une dynamique et tout, on fait du power et tout. Moi, vu que j'ai ma sensibilité power, souvent les mecs, je les mets sur du bench, du deadlift, du squat et tout, tu vois, parce que même au-delà du fait que les mecs n'ont pas nécessairement envie de faire du power, maîtriser squat, bench, deadlift, je trouve ça toujours utile quoi que tu fasses. Tu maîtrises du bench, tu maîtriseras du bench aux haltères. Quand tu maîtrises du bench et du bench aux haltères, n'importe quelle machine qui s'offre à toi, tu peux maîtriser, tu vois, genre de manière globale. Quand tu sais faire un squat, un deep squat correct avec 2 fois ton poids de corps, bah après tu veux faire du front squat, du goblet squat, du hack squat, du pendulum squat, tu peux maîtriser. Quand tu sais faire du deadlift et idem, tu vois, t'as compris la dynamique et tout, tu vois. Et en fait, j'ai créé un concept, je dis que je transmets toujours le virus de la force en fait aux gens. C'est qu'en fait les gens viennent pour être plus musclés, donc ils gardent dans cette dynamique, mais par contre à côté qui est complètement collé, c'est squat, bench, deadlift, j'ai envie de tout arracher. Ça me fait kiffer. Parce que dans notre salle, il y a tellement une atmosphère qui est propice à la perf, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui passe, tout le monde l'encourage, que tu aies 15 ans, 17 ans, 42 ans, 38 ans, 29 ans, on s'en fout, tu vois. On s'en fout que tu sois grand, petit, que tu fasses 70, 140, 210 au deadlift, on s'en fout en fait. Parce que nous, quand le mec, vu qu'on se voit souvent, on connaît les perfs les uns des autres, on sait quand le mec, tu vois, genre il met 75 sur la barre alors que son 1RM c'était 70 au bench, même si ça fait 2 mois il fait de la muscu, il y a, tu vois, une espèce d'implication émotionnelle de groupe, de crew un peu en fait, tu vois, dans tout ça. Et ce qui fait que, bah, tu vois, genre quand t'es là, tu dis ouais, je vais pas faire de power et tout, mais en fait, vas-y, j'aimerais bien me chauffer et tout, et qu'il y a 2-3 gars que tu connais pas, qui voient que t'es un peu en train de grind, qui t'encouragent, ah, tu vois, genre ça fait un peu effet boule de neige sur la perf. Et mais dans cette salle, mais c'est un basique. C'est un basique. Ok, donc en fait, il y a un aspect communautaire qui est hyper poussé. Et du coup, à travers cette recherche de prise de muscle, les gens se poussent au cul en fait pour pousser plus lourd. Ouais, c'est ça. Et au final, ça en devient du powerlifting. Et puis en plus, moi, dans ma dynamique d'entraînement globale, qui est toujours avoir cette notion de surcharge progressive, c'est-à-dire que si t'arrives la première semaine, tu fais 10 fois 100 au développé couché, toujours dans ma dynamique d'entraînement, ça va être que la semaine d'après, tu fasses au moins 10 fois 100 et demi, tu vois. Ou 101, ou 100 et demi, ou 102, tu vois. Mais en fait, à chaque fois,
tu as cette notion de performance qui revient de semaine en semaine. Et ce qui tient souvent les gens en haleine sur la performance et sur la longévité de leur investissement dans leur entraînement, c'est la perf. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais souvent, très souvent, c'est la perf plutôt que le physique. J'ai mon meilleur pote, Gauthier, c'est un mec qui est complètement body, il adore le body. Enfin, tu vois, c'est un gros bébé, genre 110 kg, 1m83, très costaud et tout, tu vois. Mais quand il va au gym, il va pas au gym en se disant « Ah, je vais regarder mes biceps ou je vais regarder mes quadris. Hein. » C'est le mec qui charge la charge qu'il doit faire sur son top 7 au pendulum squat, il s'arrache et ça le fait kiffer. Et pareil sur le leg press, et pareil sur le stiff leg deadlift, et pareil, enfin, tu vois. Genre vraiment, c'est un peu la dynamique assez anglaise, hein, la Jordan Peters et tout, tu vois, que tu dois probablement connaître, où il y a vraiment cette notion de... plus tu pousses lourd, enfin de toute façon ça n'existe pas un mec qui pousse lourd qui est skinny, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est soit les mecs poussent lourd et ils font en sorte de rentrer dans une catégorie de poids et du coup bah les mecs, tout le monde connaît The Panache qui en moins de 66 fait des performances incroyables, quand tu le vois habillé tu peux te dire ouais c'est pas un mec qui a un physique incroyable, mais quand il retire ses vêtements, tu te dis ah ouais putain le mec est costaud, mais vu que le mec reste en moins de 66, bah forcément tu vois dans overall sur le commun des mortels, un mec qui fait 70 kg pour 1m70, c'est pas un gabarit de ouf. Mais en fait, tu verras, je vais dire autrement, tu verras jamais un mec qui est très fort ne pas être très musclé. Je vais plutôt dire dans ce sens-là, tu vois. Parce que dire, tu verras jamais un mec qui est très fort être énorme, c'est pas vrai, tu vois. Genre, c'est pas vrai. Mais par contre, être très musclé, bah, c'est toujours vrai, tu sais. Ok. C'est vrai que c'est intéressant. Après, il y a le fait de se dire, quand je vais m'entraîner, de te pousser par rapport aux charges que tu vas lever, c'est plus palpable que, enfin, tu verras pas une modification sur ton corps de semaine en semaine. C'est ça le plus chaud, c'est que surtout quand tu as beaucoup d'années d'entraînement, ton physique il bouge très peu. Et après, tu as maximisé ta prise de muscle, tu joues un peu avec ta masse grasse pour te dire ah bah là je suis un peu plus define, je suis plus stylé, c'est mieux maintenant. Moi je recherche ça plutôt en ce moment parce que bah là je sors du foot américain, mais là je vais reprendre de la force parce que ça me fait kiffer aussi. J'ai toujours eu, moi c'est plutôt c'est la peur des blessures après. C'est par exemple le deadlift, je l'ai jamais maxé, j'ai fait 200. Moi c'était mon objectif, je fais 200 kg deadlift, après je vois pas l'intérêt. Et en vrai, il y a peut-être un intérêt de continuer justement à grandir, mais je vois des hernies discales et je me dis putain en termes de risque-bénéfice, est-ce que c'est rentable comme exercice? Bah forcément en tant que power je vais te dire bah ouais c'est rentable comme exercice. Tout à l'heure on parlait, par contre là où je suis complètement d'accord, c'est que les gens vont avoir tendance peut-être à dire qu'il y a des powers qui sont un peu obtus, tu vois, en disant que le deadlift c'est un super exercice, tu construis de la masse et tout, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'il y a des exercices qui sont supérieurs au deadlift tradi ou au deadlift sumo? Bah complètement, tu vois, genre, tu prends le Romanian deadlift, évidemment que tu vois c'est supérieur en termes d'hypertrophie parce que les longueurs musculaires qui sont en jeu sont plus importantes, l'amplitude est plus importante et tout, tu vois. Donc est-ce qu'il y a des exercices supérieurs au deadlift? Ouais. Est-ce que tu peux construire du muscle avec du deadlift? Ouais aussi, tu vois. Dire que le deadlift est un exercice dangereux, je te dirais un peu comme n'importe quel exo, tu vois, à partir du moment où... Pas plus que les autres. Ouais, honnêtement je trouve pas plus que les autres, mais vu que il y a un peu toujours, tu vois, j'ai l'impression que la peur du deadlift, moi, vient plus d'un espèce de côté social et environnemental, dans le sens de l'environnement qu'il y a autour de toi. C'est que moi, pendant longtemps, même moi, alors que je faisais du power, genre, je me disais, si je ramasse un truc par terre, en fléchissant pas mes genoux et tout, tu vois, genre, je vais me faire mal au dos, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand on te dit, bah, tu vas aller ramasser quelque chose du sol avec de la charge en plus, il y a déjà un peu ce côté... t'es sûr de ça, tu vois, genre t'es sûr que c'est une bonne idée, tu vois. Donc je trouve pas que ça soit un exercice plus compliqué, plus dangereux, tu vois, plus assujetti aux blessures qu'un autre exercice. Mais après, c'est comme tout, tu vois, c'est un exercice, évidemment que, parce qu'il y avait un grand débat sur le dos rond, etc., etc. Moi, j'ai aucun problème avec le dos rond dans l'absolu sur le deadlift, à partir du moment où on distingue bien deux choses. Je trouve qu'il y a des choses que des gens ne disent pas assez sur le dos rond, c'est que il faut faire la différence entre deux choses, ce qu'on appelle le mouvement de flexion et le moment de flexion. Si ta colonne a un moment de flexion, biomécaniquement parlant, c'est pas problématique. Par contre, si tu commences à augmenter ton mouvement de flexion au fur et à mesure du lift, ça peut potentiellement être problématique parce que tu vas venir chercher des amplitudes
sous contrainte que tu n'as pas forcément l'habitude d'aller chercher habituellement, tu vois. Donc, si on part du postulat qu'il y a beaucoup de personnes, et je vais un peu aller dans leur sens dans l'explication, c'est-à-dire que tu deadlifts avec un dos neutre et que tu passes de neutre à hyper fléchi, est-ce que c'est l'idée du siècle? Bah non, je pense pas, tu vois. Mais si tu démarres avec, je te dis n'importe quoi, 5 ou 10% de flexion dans l'ensemble de la colonne, hein, de cervicale à lombaire, et que cette flexion, elle reste plus ou moins inchangée pendant ton lift ou qu'elle augmente de 1 ou 2% parce que tu fais un 1RM ou que tu fais un gros triplé à 92, 93, 94%, moi, j'y vois pas de problème. Par contre, si toi, demain, tu as toujours deadlifté avec une dynamique haltéro, tu vois, avec un snatch deadlift, tu vois, avec le dos hyper droit et tout, et que demain, je te dis, ah bah Quentin, c'est une super idée que tu deadliftes le dos rond et qu'on te met genre 90% de ton 1RM, bah il n'y a pas eu trop cette notion de progressivité, d'adaptation. Donc tes tissus et toute ta mobilité, bah c'est pas trop prévu en fait pour que tu fasses ça. Mais comme si moi, demain, vu que je suis pas spécialement un mec qui court ou qui fait du cardio, si tu me mets à faire un 10 fois 100 mètres, bah, y a des chances que mes adducteurs ils fassent la gueule, que mes ischios ils fassent la gueule, que mes mollets ils fassent la gueule, parce que bah, la contrainte que j'applique par rapport aux amplitudes que je vais aller chercher et aux contraintes de répétition, de taper sur le sol, etc., Ouais. bah, tout mon squelette il va se dire frérot, qu'est-ce que tu fais là, tu vois, c'est un peu spécial là, tu vois. Bah, c'est pareil que si demain je prends un mec qui fait du 400 mètres haie et que je lui dis bah, fais un deadlift dos rond à 90% de ton ARM, tu vois. Ouais, c'est les capacités d'adaptation que tu as eues sur le long terme. Totalement. Donc il n'y a pas de... Mais un mec, comme tu disais, pour essayer de vulgariser la chose, un mec qui démarre en neutre et qui finit avec le dos éclaté, là c'est hyper dangereux. Bah ouais, en fait, le truc c'est que, est-ce que c'est hyper dangereux? Je sais pas, tu vois, parce que j'essaye toujours d'être un peu modéré, tu vois, dans mon discours, tu vois, pour que ça reste cohérent, tu vois. Est-ce que c'est hyper dangereux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est, à mon avis, la meilleure idée? Pas forcément, tu vois. Faut être cohérent, en fait, tu vois, genre dans ce que tu fais, tu vois, mais c'est comme dans tous les sports, en fait, tu vois. C'est que vraiment, je pense qu'il y a une diabolisation du deadlift dos rond, parce qu'il y a beaucoup de principes biomécaniques qui iraient plutôt dans le sens que c'est dangereux. Quand tu regardes vraiment la littérature, elle est vraiment pas claire sur le sujet, hein, tu vois. Ouais. Genre, ce qui ressort vraiment du consensus scientifique, c'est si tu deadlifts avec un dos rond, en gros, fais en sorte que ça soit progressif, tu vois, et que tu t'adaptes en fait à la contrainte. Mais on voit pas moins de blessures quand c'est un dos neutre, quand c'est un dos en extension. C'est même pire souvent avec les dos en extension par rapport à un dos en flexion, tu vois. Okay. Donc, voilà. T'as déjà vu ou toi eu des hernies discales? Pas du tout. Je sais pas pourquoi, après c'est peut-être que moi, mais c'est le truc qui me fait flipper. C'est l'hernie discale. J'en ai vu passer c'était en Australie et souvent ça arrivait davantage à des mecs qui étaient corporate, donc qui étaient toute la journée derrière un bureau et qui derrière manquaient potentiellement de mobilité lombaire et qui se fumaient sur un deadlift pas spécialement lourd. Peut-être que l'engagement était pas top, mais tu te dis putain comment je reviens d'une hernie discale quoi. Que ce soit sur le plan physique ou mental derrière. En fait, moi je suis beaucoup plus résilient par rapport à ça, je pense, parce que en fait, une fois de plus, hein, quand tu regardes l'expérience de terrain que j'ai avec certains mecs qui avaient des hernies discales, tu vois, ils sont venus me voir en me disant Axel, j'ai une hernie, moi j'ai besoin de me renforcer, etc., etc. Ou que j'avais des athlètes tout simplement qui avaient eu des hernies et qui me disent aujourd'hui elle me fait pas trop mal, mais apparemment sur l'IRM, tu vois, la fameuse L4, L5 ou L5S1, elle est toujours là. Okay. C'est des mecs, tu vois, je les mets au deadlift, squat, tu vois, de manière progressive et tout. Il n'y a pas de problème, tu vois. Genre sur le terrain, déjà, tu vois, genre, en tout cas, quand moi je coach, il n'y a pas spécialement de problématique à ce niveau-là. Et quand il y a une problématique, parce que ça serait mentir que de dire ah j'ai que des athlètes qui me disent moi Axel j'ai zéro douleur, c'est pas vrai, tu vois, alors ça n'existe pas. Des fois on adapte un peu, tu vois. Cette semaine tu vas sauter ton deadlift ou tu vas pas faire ton front squat et à la place on va travailler ta mobilité un peu de ton rachis pendant 1 ou 2 semaines, rajouter par exemple le fameux McGill Big Free que tu dois connaître pour les problèmes de dos. Je sais pas si tu connais cet exercice. Pas du tout. C'est un échauffement qui a été popularisé par Stuart McGill. Exactement, tu vois. Et qui permet souvent un peu de stabilisation au niveau du rachis dans son ensemble et tout, tu vois. Et
tu vois, j'ai pas, tu vois, enfin, je touche du bois, tu vois, mais genre, j'ai pas plus de problèmes que ça. Ok. Et après, quand tu regardes la littérature, et même au-delà de la littérature, hein, y avait Major Mouvement qui avait fait une vidéo sur ce sujet, qui était très intéressante, et même la littérature, elle est très intéressante sur ce sujet, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens, ça se trouve, je te dis une connerie, moi j'ai une hernie discale, et en fait, elle est complètement asymptomatique, elle me déclenche pas de douleur. Ok. Et en fait, ce qu'a fait la littérature, pour se rendre compte un peu, tu vois, genre de l'importance ou non de la hernie discale, c'est qu'en fait, ils ont fait des groupes tests et ils ont pris plein de gens. Admettons, ils ont pris toi, moi, tous les mecs de la salle et tout, tu vois, et ils ont fait faire des IRM. Et ensuite, ils ont fait passer un questionnaire. Est-ce que vous avez des douleurs de dos? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait genre, je sais plus exactement c'est quoi les chiffres, mais au moins un tiers ou la moitié des gens qui n'avaient pas de douleur au dos et qui en fait avaient une hernie discale, tu vois. Et il y avait des gens qui n'avaient pas d'hernie discale, qui étaient persuadés d'avoir une hernie discale parce qu'en fait leur médecin généraliste leur avait dit ouais bah là la douleur que vous avez c'est une hernie discale qui donc du coup touche le nerf sciatique donc qui déclenche en fait la douleur. En fait ces gens-là ont fait des IRM et il n'y avait pas d'hernie en fait, tu vois. Et en fait la hernie, il y a un gros point d'interrogation. Parce qu'en fait, on s'est dit, putain, genre, on a diabolisé le truc en mode, c'est vraiment le truc horrible. Mais en fait, on n'est plus si sûr que ça, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu... Bah en fait, tu vois, genre, on en dit quoi, tu vois, aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un espèce de flou par rapport à ça. Et qui est, en fait, je trouve pas trop mal. Parce qu'en fait, je pense que ça... Les gens qui vont peut-être écouter ce message-là, tu vois, vont se dire, putain, mais en fait, je croyais que j'avais une hernie. Et en fait... Pour les gens, hernie égale, bah, je suis paralysé, je peux plus rien faire. Mais en fait, non. Genre vraiment pas nécessairement, tu vois. Donc, voilà. Tu prends un mec comme Ronnie Coleman, que tout le monde a dû voir au top de sa forme, qui aujourd'hui marche avec une canne, en fauteuil roulant, et voilà. Je pense que pendant une grosse partie, c'est une hypothèse, hein, mais ça serait pas incohérent, je pense que pendant une grosse partie de sa carrière de bodybuilder, je pense qu'il avait déjà ses hernies, tu vois. Et probablement qu'il devait en souffrir un peu, mais pas du tout, tu vois, genre au stade où on aurait pu croire que c'était problématique. Donc... Ouais, parce que bon, lui, ils lui ont fusionné un peu toute la colonne quand même. Ah ouais. Mais tu sais que carrément, apparemment, tellement que c'était compliqué de l'opérer parce qu'il a eu plein d'opérations, c'est qu'à un moment, en fait, pour opérer son rachis, en fait, ils ont fini par passer par l'intérieur. C'est qu'ils l'ont ouvert par devant. Et genre, ils sont passés par les viscères pour atteindre la colonne vertébrale, tellement que, tu sais, il avait été charcuté au bistouri derrière, tu vois, et que, enfin, au bout d'un moment, tu vois, genre, ouvrir 18 fois le dos d'un mec, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu problématique, tu vois. Donc, apparemment, ouais, ils sont passés par devant. Ouais. C'est lunaire, c'est incroyable. Ok. J'ai une question aussi qui concerne les exercices primaires du powerlifting, donc qui sont, comme tu le disais, le SBD. Donc, d'ailleurs, la marque SBD, c'est pour ça. Exactement. Je savais pas. Ah ouais? Squat, bench, deadlift. Ouais, c'est exactement ça. Simple, efficace, hein, mais... Parce que moi, quand je vois SBD, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est débile, mais ça fait salle de bain. Et pourtant, c'est inversé. Mais ouais. Squat, bench, deadlift. Exact, ok. Du coup, dans le body, bon, pas dans le body, mais au power, tu recherchais donc un physique. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas spécialement besoin d'aller chercher 2000 exercices. Ouais. Comment, du coup, tu justifies, qu'est-ce que tu penses, au final, au vu de ton expérience, que tu as construit un physique basiquement avec 3 exos? Alors, c'est une discussion hyper intéressante parce que c'est une discussion qui est hyper en vogue en ce moment sur le power, sur les réseaux et tout. Parce qu'on a un peu une team de personnes qui ne jurent que par le SBD. Ouais, et t'as l'autre team, qui est plutôt la team dont je fais partie, qui évidemment part du principe que le SBD c'est important, mais qu'il y a au moins certains exercices accessoires qui sont un peu des basiques indispensables. Des bicep curl, quoi. Ouais, exactement. C'est hyper important. Je pense que quand tu as déjà fait 3, 4, 5, 6 ans de muscu et que tu arrives et que tu fais du SBD, tu peux avoir un physique qui est globalement solide, tu vois, parce qu'en fait, vu qu'il y a une base qui a déjà été faite à coup de, je sais pas moi, de face pull, de traction, de leg curl, et déjà en fait sûrement de squat, bench, deadlift à ce moment-là, si on reprend un peu le principe
MEV, mais je sais plus ce qu'elle veut dire, les initiales, mais en gros du volume minimal effectif, tu vois, genre pour des lifts et tout, tu vois, qui a été repris par Eric Helms, etc., etc. C'est qu'en fait, on se rend compte que pour maintenir un niveau physique, bah, en fait, t'as pas besoin de tant de séries que ça, et t'as pas besoin, en fait, non plus que ça soit hyper récurrent. Pour maintenir un physique, hein, je dis bien pour maintenir un physique. Et donc, du coup, bah, je pense qu'il y a des mecs qui mettent en avant le fait que le SBD leur a construit un physique ou a amélioré leur physique. Et je pense que sur certains d'entre eux, c'est vrai. Mais enfin, je vais rien t'apprendre en te disant qu'on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as des mecs, ils font 5 curl biceps et 3 tractions. Et les mecs ont un physique en 1 an et demi, 2 ans, qui est supérieur à genre 80% des mecs qui s'entraînent depuis 10 piges de manière assez... génétique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Squat, bench, deadlift, si tu regardes bien, le squat, bah, ça bosse quand même tes quadris, tes fessiers. C'est quand même une belle partie de tes membres inférieurs. Le deadlift muscle tes fessiers et tes ischios et tes érecteurs spinaux, tes trapèzes, etc. Et le bench, bah, deltoïde antérieur, triceps et pectoraux. Dans tout ça, si t'es pas trop gâté par la génétique et tout, il y a quand même peu de chances que tu aies un arrière d'épaule qui soit sympa. Il y a peu de chances que tu aies un deltoïde latéral qui soit sympa. Tu as peu de chances d'avoir seulement avec du bench des triceps qui soit sympa. Les biceps, bon bah alors là, il y en a zéro, donc voilà. Les mollets, c'est idem. Tes ischio-jambiers, bah, tu les travailles qu'en fait en extension de hanche et jamais en fait en flexion de genou. Donc tu vois, dans l'absolu, des mecs qui développent un physique ultra solide seulement avec SBD, en fait, c'est assez rare, tu vois. Mais vu qu'en fait, les têtes pensantes du power, bah, c'est souvent les mecs les plus doués, tu vois, genre quoi qu'on dise, souvent les mecs les plus doués. Et je pense qu'il y a une espèce de spirale, en fait, qui fait que t'as des mecs très doués avec un physique qui est tout à fait agréable et tout, tu vois, comme The Panache. C'est-à-dire, ce mec, il fait pas que ça, justement. Si, tu vois. Et ils s'en vendent, justement. Et ouais, tu vois. Je fais que ces 3 exercices. Et franchement, il y a un côté grand bien lui fasse. C'est-à-dire que le mec peut se permettre de faire SBD. Et le mec a un arrière d'épaule super stylé, il a un deltoïde latéral super stylé, il a un chest qui est génial et tout, tu vois, mais c'est vraiment pas la... C'est vraiment pas le... Ça s'applique pas à la majorité des ouais, gens. Tu vois, genre vraiment pas, tu vois. Et quand tu regardes, et en plus, bah, par exemple, si tu prends Panagiotis, c'est un mec qui vient de la muscu un peu avant, tu vois. Je doute pas, tu vois. The Panache, en fait, son prénom c'est Panagiotis. Panagiotis? Ouais. Mais c'est un français? C'est un grec. Ok, je connais pas trop. Non, mais y a pas de problème. Et en fait, je ne doute pas, tu vois, qu'il ait développé son physique. Mais il vient de la muscu, donc il s'est entraîné auparavant quand même sur d'autres exos. Ouais, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu vois les différentes photos, parce que moi, justement, vu que je suis un peu à l'inverse de ce qu'il propose et tout, tu vois, j'écoute, parce que tu sais, je suis pas un mec genre obtus, je me dis, ouais, non, c'est n'importe quoi et tout, tu vois. C'est vrai qu'il a quand même bien développé son physique avec le SBD et depuis qu'il a progressé, tu vois. Mais de l'autre côté, tu prends plein de mecs. Bon, alors on va me dire, oui, non, mais il y a des mecs qui sont chargés, il y a des mecs qui sont pas chargés, etc., etc., tu vois. Mais tu prends des mecs comme Dan Green, sûrement que tu dois peut-être connaître dans le Power. Non. Ça te dit rien. Le mec a créé la marque Animal. Tu sais, le produit Animal Cut et tout. T'as déjà entendu? Ouais, bien sûr, je prenais ça à New York. Et ben voilà, c'est Animal Pack. Exactement, tu vois. Et ben c'est Dan Green en fait qui a créé cette marque. C'était un powerlifter lui à la base, tu vois. Tu prends Steffi Cohen, peut-être que tu dois. Non, en vrai, j'ai pas de référence. Pareil, Steffi Cohen, c'est une athlète incroyable en power qui a moins de 50 kilos à deadlifter 240, tu vois. Sympa. C'est ce genre de profil, tu vois. Donc athlète extrêmement talentueuse qui s'est mis à la boxe et tout par la suite. Bah, t'as tous ces mecs-là, tu vois, même les Jamal Bronner, les Larry Wheels, etc., etc. Alors Larry Wheels, je connais. Alors là, c'était que des mecs dopés, on va me tomber dessus. Mais c'est vrai que Larry Wheels, en plus, il a même pas 30 ans et on dirait qu'il en a 45. Ouais. Tellement il est... mais même, tu vois, genre, si je prends mes athlètes, mes athlètes, je pense vraiment que si je leur mets que du squat, bench, deadlift, ils sont pliés en deux. Et en plus de ça, bah, à côté de ça, ils se retrouvent. Bah, ils n'auront pas le physique qu'ils souhaitent, tu vois. Il y aura quand même des anomalies de proportion et tout, tu vois. Et même au-delà de tout ça, je pense quand même que si tu es un fervent défenseur du SBD, ce que je peux comprendre, il y a au moins, genre, je sais pas, 4, 5, 6 exercices que derrière tu dois garder pour
durer en fait, tu vois, Ok. sur le long terme, et que même en termes d'hypertrophie, ça soit un peu plus cohérent. Moi, je mettrais évidemment le face pull, le seated leg curl, un peu de biceps, juste, tu vois, dans la notion un peu de contention, tu vois, de l'articulation du coude, pas avoir un triceps développé à Surdéveloppé. outrance, tu vois, et un biceps qui a aucune hypertrophie, même si ça reste quand même assez rare, tu vois. Ouais. Mais dans l'absolu, et en plus, quand on écoute mon discours de tout à l'heure, qui est plus musclé égale plus fort et plus fort égale plus musclé, forcément, moi, je vais prôner le fait de développer un maximum d'hypertrophie pour être le plus fort possible. Là où certains pourraient me tomber dessus, c'est qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas parce que tu fais du face pull et que tu as des plus gros trapèzes que tu seras meilleur au bench. Bah, je suis pas d'accord en fait. Parce que bah, dans l'absolu, en fait, effectivement, que plus tu benches, plus tu gagnes en stabilité parce que ton mouvement est de plus en plus efficient et inhérent en fait à la pratique du power. Mais le fait d'avoir, si je prends mon cas, si je prends le cas de souvent de mes athlètes, quand les mecs ont un arrière d'épaule et des trapèzes supérieurs qui sont un peu plus développés, c'est un peu plus facile de se placer parce que tu as un peu plus de place pour pouvoir rétracter ta scapula, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, le fait que tu aies un peu plus de hauteur par rapport au tissu que tu as rajouté, c'est un peu plus facile. Pour la santé de ton épaule, c'est souvent plus intéressant. Donc voilà, en tout cas moi c'est vraiment mon point de vue. Je pourrais tout à fait comprendre que des fois j'ai des athlètes qui me disent ouais mais moi je viens pas à la salle pour faire genre 48 séries de seated leg curl et 48 séries de biceps curl. J'entends totalement, hein, tu vois, genre certains de mes athlètes, ils peuvent venir s'entraîner que 3 fois parce qu'à côté ils ont une vie de famille ou parce qu'ils ont un boulot qui est chargé et tout, tu vois, et ils ont une majorité de SBD. Ouais. Mais à côté de ça, ils ont au moins un peu de seated leg curl, un peu de unilateral lat pull down, un peu d'overhead press unilatéral pour garder au moins, tu vois, genre un mouvement au-dessus de la tête. Ce qui fait que, tu vois, dans l'ensemble, la scapula a toujours l'habitude, tu vois, de se déplacer un peu en sonnette latérale, d'avoir le bras au-dessus de la tête. Ce qui fait que dans une dynamique prophylaxique, c'est mieux en fait. Je pense tout simplement en fait que c'est mieux pour durer sur le long terme. Est-ce qu'il y a des exos que tu ne fais jamais, qui sont communs aux commandes des mortels de la musculation, que tu dirais non, moi je les incorpore absolument jamais? Non, honnêtement, Pas spécialement. Je pense pas. En fait, il y a un moment où je faisais plus du tout de traction. J'allais te demander, j'ai fait des tractions un peu dans le power. Parce que ça me faisait mal à l'épaule et au coude. Là, je les ai retirés de ma prog et tout parce que ça me faisait à nouveau mal à l'épaule, tu vois. Mais tous ces derniers mois, je refaisais des tractions. Non, il n'y a pas trop d'exercices, moi, que je sais pas. Enfin, tu vois, genre vraiment dans les basiques. Il y a un truc que je programme assez rarement. Par exemple, tu vois, c'est le leg press. Mais t'en as fait hier. J'en ai fait hier parce qu'en fait, moi, je tolère quand même un volume sur le squat qui est quand même pas ouf. Donc, du coup, tu vois, pour quand même avoir assez de volume sur mes quadris, je rajoute de la leg press. Et voilà, tu vois, j'ai fait 2 sets, enfin, tu vois, c'est, voilà. Mais ouais. Après, moi, bon, tu vois, je me connais. Et puis, en fait, je pense aussi que quand tu peux, en tout cas, quand dans ta dynamique et ta dialectique d'entraînement du power, tu peux mettre autre chose que du SBD, parce que aussi tu es dans une salle où il n'y a pas que du squat, bench, deadlift, ça te permet en fait, tu vois, de switcher, d'adapter et de peut-être pas être trop buté, tu vois, en se disant ah, j'ai mal à l'épaule quand je bench. Ok, donc du coup en fait tu vas toujours faire du bench, mais en fait tu vas réduire ton volume, etc., etc. Moi j'ai des athlètes, c'est extrêmement rare que j'ai des athlètes qui tolèrent 3 bench par semaine, tu vois. Souvent c'est 2. Moi ça a toujours été 2, 3, c'est un peu tendancieux, tu vois, pour moi personnellement. Mais tu vois, un exercice que je trouve extrêmement complémentaire et qui se transfère hyper bien sur le développé couché, c'est les push-ups. Tu vois. Parce que les push-ups, en fait, c'est ni plus ni moins que du développé couché, mais sauf que tes scapulas, elles sont libres, en fait. Presse horizontale, tu vois. Donc, tu vois, un mec qui va me dire ouais, je peux pas bench parce que, je te dis n'importe quoi, moi, parce que j'ai trop mal au poignet, parce que, je sais pas, moi, le mec fait un taf où, en fait, finalement, il a mal au poignet. Bon, on va faire des déficits push-up. Sur des dumbbells par exemple, ou aux anneaux ou n'importe quoi, tu vois, si le mec a le niveau de le faire sur des anneaux, mais par exemple sur des dumbbells, ce qui fait que le mec garde son poignet en position neutre, il n'y a pas de contrainte où son poignet est complètement cassé, le mec peut continuer d'entraîner son pattern de poussée horizontale, et c'est un exercice où si tu as un gilet ou si tu as une chaîne et tout, la surcharge progressive s'applique assez bien. Et tu vois, je trouve ça... Truc de ouf d'ailleurs, c'est le truc que vous avez là-bas, un gilet avec...
dans le dos un pieu Ouais, où tu peux mettre des plates. Bon, après, tout seul, c'est un peu compliqué du coup. T'as besoin d'avoir un mate. Ouais, mais c'est extraordinaire ce truc. Je pensais à un truc, c'est que hier, donc avant de faire ta leg press, tu as été faire du safety bar squat. Ouais. Moi, je découvre un peu ce truc-là. Au début, je sais pas, c'est cool, ça a l'air vraiment, enfin en tout cas, à vide, c'est hyper stable, hyper cool, mais dès que tu mets des plates, ça bouge de tous les côtés. Pour toi, quel est l'intérêt d'en faire de ça, du coup, par rapport au straight bar squat normal? Alors le safety bar, je trouve que c'est un super exercice d'assistance du squat, ou c'est tout simplement un très bon exercice de squat. Parce que la première chose, c'est que tu peux entraîner ton pattern de squat en étant quand même relativement proche d'un comp squat sans avoir les contraintes de mobilité du haut du corps que peuvent entraîner le low bar squat ou le high bar squat standard, c'est-à-dire mobilité d'épaule, un problème de coude, mobilité de poignet, etc. Moi, vu que j'ai été hyper assujetti au problème de coude, le safety bar squat, ça a toujours été un super poteau, tu vois, et c'est un exercice où j'ai beaucoup performé dessus, parce que du coup, j'avais 2 squats dans ma semaine, j'avais un safety et un squat normal, et le transfert était très bon, ça me permettait de progresser, donc ça a été très cool. La deuxième chose, c'est que le safety bar, je trouve que c'est un très bon exercice pour apprendre à bracer correctement et apprendre en fait à placer son diaphragme et son pelvis dans la bonne position quand tu squattes, parce que contrairement à ce qu'on a tendance à avoir... Pelvis, c'est bassin. Exactement, pelvis, c'est bassin. C'est qu'en fait, on a tendance à te dire, pareil, un peu dans la même dynamique tout à l'heure que le dos rond, des lifts et tout, de squatter avec la cage bien ouverte, tu vois, avec les scapulas bien resserrés. Ça reste vrai, tu vois. Mais souvent, la dynamique, c'est ouvre-toi au maximum. Et en fait, on se rend compte que dans la mécanique optimale du squat, ce qui est le plus optimal, c'est plutôt à l'inverse, presque de se refermer sur soi. D'accord. Pour la simple et bonne raison que quand tu squattes ou quand tu fais du power, ce que tu veux, c'est toujours être le plus stable possible. Et en fait, être le plus stable possible, souvent, ça rime un peu à être avec le plus stack possible, tu vois. Et en fait, quand tu veux optimiser la pression au niveau de ton caisson abdominal, en fait, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que ton diaphragme, imaginons que mon diaphragme soit face à la table, là, tu vois. Ce que je veux, c'est que mon diaphragme se tourne plutôt vers le bas, plutôt que vers le devant. Donc, si je me redresse comme ça, mon diaphragme va avoir tendance à s'ouvrir vers devant moi, alors que si je me baisse un peu, il va s'orienter vers le bas. Et en fait, mon pelvis, vu que je veux qu'il soit plutôt en position neutre, voire, et là il y en a qui vont péter un câble, voire plutôt en légère rétroversion, tu vois. Rétroversion, explique un petit peu. La rétroversion, en fait, c'est quand on va enrouler un petit peu son bassin vers l'avant. Vers l'avant, ok. Je dis ça parce que c'est des termes qui pour nous font partie du quotidien, mais la plupart des gens, rétroversion, quoi? Bien sûr. Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est que si tu descends ton diaphragme et que tu allumer le truc, c'est tout bon. Et que tu remontes ton pelvis, et en fait, tu vas pouvoir créer beaucoup plus de pression en fait au niveau de ton caisson abdominal. Et en fait, du coup, tu vas être beaucoup plus stack. Et en fait, du coup, vu que dans la dynamique du bracing, ce que tu veux, c'est gonfler ton ventre un peu comme dans l'idée d'une canette, pas gonfler son ventre vers l'avant comme un peu un bide à bière, mais gonfler vraiment son ventre comme une canette, un peu une expansion à 360 degrés autour de la colonne vertébrale. Et tout ça, ça fait que petit à petit, ça augmente en fait toute la pression intra-abdominale qu'il y a. Et c'est qu'en fait, tu as plus de pression dans un volume qui est réduit, donc ce qui fait qu'en fait, tu es plus stable, et donc ce qui fait qu'en fait, tu es plus fort. Et le truc, c'est que c'est assez difficile à capter qu'en fait, faut que tes côtes, j'ai mélangé un peu, faut que tes côtes soient basses et orientées vers le bas, que ton pelvis soit plutôt enroulé pour que les deux se fassent face. Et en fait, quand tu fais un safety bar et que tu le fais correctement, presque de manière mécanique, le safety te place en fait dans cette position. C'est vrai. Parce que si le safety, tu commences à te mettre trop vers l'arrière comme ça, t'es foutu en fait. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. J'ai pas l'habitude du coup, et c'est vrai que c'est là où j'ai fait wow, ça bouge. Voilà. Et en fait, du coup, mécaniquement, avec la safety, tu vas tirer un petit peu la barre vers toi, et ton bassin en fait va s'enrouler un petit peu vers l'avant. Et ce qui fait qu'en fait, pour apprendre à te placer correctement sur le squat, c'est un très bon, accessoire. Super intéressant. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'une safety bar, donc c'est une barre qui est énorme déjà, et sur laquelle il y a des mousses. Pour le coup, c'est pas le pussy pad. Il y a une grosse mousse et en fait c'est comme si on était dans une nacelle d'un roller coaster quoi. Ouais, un peu. T'es dedans et t'as deux, comme si tu voulais fermer ton gilet, t'as deux poignées à tenir à l'avant
était décalée. La barre, elle fait une espèce de, pas de Z en fait. Mais, Ouais, si, elle descend un peu comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est particulier. Et si vous avez l'opportunité d'utiliser, testez-la, parce que c'est vrai que ça apporte des sensations un petit peu différentes. Ouais. Qu'est-ce que du coup, bon, bah, merci d'avoir répondu à cette question, parce que c'est vrai que je me posais pas mal de trucs et tu as répondu surtout, moi, la grosse pertinence de tout ton message, ça a été, putain, ça te met dans la position dans laquelle tu vas être le plus fort après. Ouais. Parce que moi, j'ai essayé de contrer cette position, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que cette barre me place comme ça? J'ai l'impression que bah, ça va pas comme j'aimerais ou comme il faut être, alors qu'au final, j'avais faux. Donc, c'est hyper intéressant là-dessus, ça potentiellement progressera mon squat, donc c'est cool. Je pensais au SBD, du coup, les mecs qui font que ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler du coup du DUP SBD, de Daily Undulating Periodization, sur du coup le squat, bench, deadlift, où tu vas faire ces 3 mouvements 3 fois par semaine, admettons lundi, mercredi, vendredi. Le premier jour, tu fais un squat en mode power, genre je vais chercher 3 reps, 3 à 5 max. Le deuxième exo, tu le fais plutôt orienté volume, donc tu es entre 6, 8-ish. Et le dernier, tu vas chercher davantage de reps, 12-15. Sauf que du coup, bah, alors on va dire 5, 8, 12, admettons, pour être plus vulgaire. Le 2 jours plus tard, l'exercice que tu as fait en 12, il vient en haut. Il vient en 5, le 5 passe en 8, le 8 passe en 12. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce que tu en penses si tu en as déjà entendu parler? J'ai pas spécialement entendu parler de ça, mais je comprends en fait un peu la dynamique. C'est en fait de faire switcher l'intensité à chaque fois sur un exercice différent. Et du coup, comme ça, les 3 exercices passent en fait chacun à... Et sont travaillés du coup beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense dans quoi ça s'inscrit en fait. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est quel est le contexte, tu vois, parce que ça pourrait être pertinent, tu vois, mais c'est toujours pareil, tu vois, genre si le programme c'est vraiment 3 fois par semaine que tu répètes ça, est-ce que tu tolères 3 squats dans la semaine? Est-ce que tu tolères 3 bench? Est-ce que tu tolères 3 deadlifts, tu vois? Et c'est quand même... Enfin, je trouve que c'est quand même assez rarement le cas, sauf si tu as vraiment une séance en fait où c'est de la pure technique. Sauf que dans ce que tu me dis, bah c'est pas le cas, tu vois. Donc à voir. Tu vois, en fait, c'est vraiment très contextuel, je pense, pour dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Parce que je pense que dans l'absolu, un mec qui sort une méthode, tu vois ce que je veux dire, il va sortir une méthode en se disant que ça a du sens en fait, pour lui probablement dans son contexte. Donc dire qu'une méthode c'est de la merde, tu vois, genre il y a probablement des mecs qui vont dire ouais le 5-3-1 de Jim Wendler c'est de la merde. Mais pourquoi tu l'utilises? Est-ce que tu fais du 5-3-1 parce que t'as pas le temps et qu'en fait c'est le meilleur truc que tu peux faire? Est-ce que tu fais du 5-3-1 parce que tu te dis que c'est le meilleur format d'entraînement pour préparer une compète de body? Enfin, tu vois, genre en fonction du contexte, ça peut être complètement différent. Donc, c'était popularisé, moi je te dis ça, j'ai appris ça en Australie par un mec qui s'appelle Nick Cheddle, qui est, il est connu, il est pas loin d'1 million d'abonnés, mais du coup en France pas connu du tout pour le coup. C'est un gars que j'avais rencontré à l'époque et il était plutôt, il a ouvert un gym qui s'appelle Paragon Strength, donc qui est en fait un power building gym. Ça j'ai déjà entendu parler. T'as déjà entendu parler? C'est ça. Et il prenait cette méthode de DUP, mais ça fait déjà 8 ans, quelque chose comme ça. Et je l'avais appliqué sur moi et je le faisais quand j'étais rentré en France. Mais du coup, ça te permet d'acquérir une certaine capacité de produire l'exercice correctement. En exécution, tu t'améliores carrément parce que tu augmentes la fréquence, tu augmentes l'intensité, tu augmentes tout. Et c'est vrai que c'était pas mal. Donc après, à voir comment tu arrives à supporter, comme tu disais, de faire ces exos 3 fois par semaine, ça peut devenir redondant aussi. Il faut quelque part se faire plaisir aussi, parce que ça peut devenir très chiant. Tu fais les 3 exos principaux et tu fais que ça presque. Et puis après, tu as peut-être 2 exos accessoires sur chaque jour, mais du coup, ta variété d'exercices sur ce cycle-là, en tout cas, va être extrêmement faible. Mais j'étais curieux de savoir, ça m'est venu comme ça, j'avais pas pensé auparavant. Mais si tu en avais entendu parler, mais en l'occurrence là non, mais j'étais curieux de savoir si dans le milieu du power, c'était un truc qui se faisait. En fait, de toute façon, la périodisation qui va ressembler un peu à ça. En fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est quand même assez souvent que tu vois, les mecs qui sont ultra spécifiques vont avoir tendance un peu à périodiser un peu comme ça. Tu vois, un peu comme ça.
Et souvent, même c'est les mecs qui sont dans cette vibe et tout, tu vois. Et vraiment, attention, je ne fais pas du tout genre en mode eux, c'est horrible ce qu'ils font. C'est juste que moi, c'est pas mon paradigme d'entraînement, tu vois. Et ce que je trouve le plus cohérent pour la masse et de ce que j'ai expérimenté. Mais est-ce qu'il y a des athlètes qui sortent excellents avec ce genre de programmation, ultra spécificité, pas trop d'exercices d'accessoires et tout? Ouais, il y en a, hein, tu vois. Genre ça, c'est évident qu'il y en a. Mais souvent, j'ai remarqué qu'il y a un peu ce concept de périodisation, comme tu viens de le dire, ultra spécificité et périodisation au RPE. Ouais. Ça, tu vois, c'est genre hyper courant que ces trois trucs se mélangent un peu ensemble parce que je pense que... Donc le RPE, pour ceux qui connaissent pas... Le RPE, en fait, c'est tout simplement le fait d'assigner une note à une performance que tu vas faire. RPE 10, tu es au maximum de tes capacités. RPE 9... c'est là que ça commence un peu à se compliquer parce qu'en fait, en fonction de comment est-ce que tu utilises le RPE et la dénomination que tu lui donnes, ça commence à être un peu différent. Il y en a qui le donnent de manière complètement subjective, un peu, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'ils vont dire j'ai fait un RPE 8 et ils vont se fier à la vitesse de la barre. Et il y en a en fait qui vont dire je suis RPE 8 et en fait, ça veut dire que je suis RIR 2. Moi, j'allais dire ça. Tu vois, donc, tu vois, genre... il me restait 2 reps. Exactement. Dans le réservoir. Parce que pareil, c'est RIR, RIR, ils ne vont pas trop comprendre, mais ouais. Okay. Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment, tu vois, un paradigme global. Parce que moi, tu vois, par exemple, le RPE, qui est hyper populaire, mais moi, je déteste ça. Moi, je m'en sers jamais. Hein. Je déteste ça. C'est-à-dire que je trouve que le RPE... ça peut être bien... En fait, moi, l'avantage que je trouve au RPE, c'est que pour un mec qui est complètement débutant, ça va... RPE plus ultra spécificité, ça permet à un mec de progresser extrêmement vite, en fait, au début. Et lui donner une espèce de souffle de motivation, parce qu'en fait, le mec arrive et il se dit, vu que, tu vois, il s'adapte assez rapidement, tu vois, aux contraintes qu'on lui donne, parce qu'il est débutant et tout, tu vois, donc tout est assez malléable, le mec est tout nouveau, donc, tu vois, toutes les adaptations sont énormes, en fait, pour lui. Si le mec, tu lui dis, ouais, tu me fais un RPE 9, et que la semaine 1, le RPE 9, c'était 150, et que la semaine 2, c'est 160, parce que le mec s'est tellement adapté entre-temps, il se dit, putain, genre en une semaine, j'ai pris 10 kilos, tu vois. Là où moi, je suis beaucoup plus conservateur, beaucoup plus à faire travailler le mec sur de la technique pendant une certaine période, avec des intensités qui sont sympas, mais qui ne crèvent pas le plafond, et qui, en fait, sur le long terme, je trouve, hein, est plus viable. C'est-à-dire que souvent, en fait, les mecs programment au RPE, et je trouve que, même pour la dynamique d'entraînement et de motivation, c'est pas trop ouf. Parce que le mec, en fait, va se retrouver, je dis n'importe quoi, des fois, il y a des programmations RPE, il faut un bloc de 3-4 semaines, et en fait, pendant 3-4 semaines, ils sont RPE 9, et l'objectif, c'est que le RPE augmente. Mais s'il augmente pas, c'est pas tellement grave, en fait, pour eux. Parce qu'en fait, vu qu'ils partent du principe que si tu es RPE 9 à 150 la semaine 1 et RPE 9 à 147,5 la semaine 2, c'est pas grave. Parce qu'en fait, eux, ils se basent uniquement sur la quantité de stress que ton corps aura subi. Donc, du coup, c'est-à-dire que si tu es RPE 9 à 150 ou RPE 9 à 140, ils s'en foutent un peu, tu vois, genre dans l'absolu. Sauf que moi, je ne supporte pas ça, parce que je ne supporte pas un peu de tourner en rond. Et quand je vais au gym, il faut que je sache qu'il y a vraiment cette notion un peu de progression. Et je trouve qu'en termes d'adhésion, ah putain, genre c'est un peu compliqué. Et l'autre truc que j'aime pas avec le RPE, c'est que je trouve que ça dédouane énormément le coach. C'est-à-dire que si je te dis, ouais, bah Quentin, on est semaine 3, je veux que tu me fasses RPE 9. Et tu me fais un RPE, en fait, 10, et même tu fails, tu vois. Bah, c'est trop subjectif. Bah, je vais te dire, bah Quentin, je t'avais dit RPE 9, là tu m'as fait RPE 10, t'as coupé, tu vois. T'es qu'une merde, tu t'es planté. Et je trouve pas ça très... Ouais. Pas top, en fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a une certaine façon où dans mes progs, vu que je fonctionne beaucoup au pourcentage, c'est-à-dire que, en fait, j'investis un peu ma connaissance et plus mon intuition, plus ma connaissance de l'athlète sur ses perfs. C'est-à-dire que si je te refais un bloc et que j'estime que ton nouveau 1RM, c'est ça par rapport au bloc d'avant que tu as fait, je vais te faire un calcul. Et si tu te foires, il y a évidemment une partie qui peut venir de ta vie à toi, perso, ta nana t'a quitté, ton chat est mort, t'as mal dormi, je sais pas quoi, tu vois, t'as pété ta bagnole 5 minutes avant de venir et tout, t'es pas dans un bon mood. Ça, c'est vrai. Mais il y a toute une partie où si tu te foires, genre 2-3 semaines de suite, bah c'est que ma prog, elle est mauvaise, en fait. Tu vois. Et si je dis à un mec, bah t'as fait RPE 9, et vu que, bah en fait, je te dis, j'ai fait RPE 9, et qu'ensuite, bah ça se transfère complètement à toi, quelle est ta sensation du RPE 9 d'aujourd'hui ?
Moi, j'aime pas ça, tu vois. Je suis d'accord, je te suis là-dessus, ouais. Cool. Tu sais quoi, je pense qu'on a eu beaucoup de nuggets d'informations sur ce domaine en particulier et qu'il faut un temps pour digérer tout ça et qu'à mon avis, ça fait déjà bien plus d'1 heure qu'on parle et qu'on est parti sur une partie 2. Donc là, on va faire un petit break. Merci à tous d'avoir écouté. Allez voir Axel, comment on te retrouve sur Insta? Instagram, AXTrainer avec un petit underscore à la fin. Entre AX et Trainer? Oh non, à la fin. AXTrainer underscore. Ok, cool. Merci beaucoup pour ça. Donc, restez connectés. On fait un épisode 2, donc partie 2 qui commencera directement à la suite de cette conversation. Où non, on va enchaîner. Parce que là, ça fait combien de temps là? Là, on est sur du 1h30. Holy shit, je te dis que je parlais beaucoup. J'avoue, hein, je pensais pas. Parce que c'est pour ça, on va pas faire un seul épisode parce que ça va être trop long. Je trouve que 1h, 1h30, c'est parfait. Donc, très cool. Donc, restez connectés, les gars. Laissez une review sur le podcast. Abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous à Axel. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec la partie numéro 2. Let's get it, man! Ciao!